euh, nos présentations en français. Donc, je vais avoir vos euh, visuels d'interprétation prêtes et nous aurons une période de questions à la fin. Avant de débuter, quelques mots de logistique. La TVRC a établi des euh, conseils pour une guide communautaire et je vous invite à le consulter sur le site web. Deuxièmement, nous avons compris que quelques-uns des sujets que nous avons discutés pourraient être sensibles. Si vous avez besoin de soutien à tout moment, veuillez faire référence à votre programme pour savoir comment avoir accès à nos services de soutien instrumental qui sont disponibles en français et en anglais. Nous allons commencer nos présentations avec Outside, loin de centre-ville, une étude permettait d'un programme communautaire de mieux-être par l'art destiné à des jeunes de SLGBTQ+, de couleur à Scarborough, en Ontario. Et j'inviterai Dr. Dirk Rodricks et Keith Chang, s'il vous plaît. Dr. Dirk Rodricks est professeur associé à l'Université de Toronto et il recherche l'épistémologie des personnes queer de couleur. Et il considère l'inutilisation de le bien-être sociaux dans des sites formels et informels et cherche à décoloniser les méthodologies qualitatives. Keith Chang est un étudiant en la maîtrise à l'Université de Toronto. Il s'intéresse à savoir comment la technologie peut être utilisée pour offrir plus d'agentivité aux communautés dans les marges. Son travail est transdisciplinaire et il s'intéresse à savoir comment la technologie puisse créer des façons plus libératoires d'exister dans le monde. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir donné la chance d'être ici avec vous aujourd'hui pour parler des apprentissages que nous avons tirés de cette étude par méthode mixte avec des jeunes personnes de SLGBTQ+, de couleur à Scarborough. Notre collègue malheureusement ne peut pas être ici avec nous pendant cette présentation et ce serait impossible pour nous d'être ici avec les chercheurs peurs des jeunes personnes racisées qui ont toujours parlé la vérité au pouvoir si seulement on peut les écouter. Je voudrais commencer, si on peut avancer les diapos. Ah, voilà. Donc, un peu de plus d'informations au sujet de cette étude. Je pense que ce diapo peut parler pour soi-même. Mais une des notes principales ici, c'était le désir d'enlever l'emphase sur l'unité comme une unité des analyses, de se réorienter à la place à euh, la fabrique, le tissu social qui produise le bien-être qui existe dans les relations entre les individus et les lieux, les individus et la terre. Et nous voulons étendre nos pratiques académiques au-delà des déterminants classiques du santé pour considérer les besoins de les communautés et une définition très particulière des valeurs. Cette pratique que nous avons essayé de mettre en œuvre, qui a commencé pendant la pandémie de 2019, et on n'avait pas juste une pandémie non plus. On a vécu plusieurs pandémies euh, en même temps. Mais cette pratique voulait créer un assemblage temporel, artistique, quand les personnes jeunes, queer et trans pouvaient s'exprimer de plusieurs différentes façons en réponse à différents systèmes qui les entourent. Un des éléments clés de cette étude, c'était enraciné pas juste dans Scarborough, mais d'essayer de comprendre aussi les idées qui entourent comment les jeunes personnes trans, queer, racisées
se voient et voient leur connexion à Scarborough, qui est un secteur qui est sous-ressourcé, mais pas moins important dans la formation d'identité de ces individus. Et ça a aussi été tiré un peu de nos propres expériences chacun. Et peut-être, Keith, si tu voudrais parler un peu de ton propre expérience, grandir à Scarborough et qu'est-ce que ça voulait dire pour toi? Donc, moi, j'ai grandi à Scarborough, donc j'ai rentré dans ce projet avec beaucoup de réticence, dans le sens que, OK, c'est quand même intéressant, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de ces lieux. Et donc, une des choses que je voulais, c'est vraiment aller de l'avant pour mettre l'accent sur cet espace qui est très marginalisé de la ville. Je voulais juste mettre de l'avant le fait que nous sommes ici et les personnes peuvent peut-être penser que le monde queer existe juste au centre-ville, mais les personnes sont queer à Scarborough aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait en réponse à ceci? Et donc, ceci a été vrai pour beaucoup des jeunes que nous avons rencontrés. Ce n'était pas que ce projet était en opposition à ce qui existait au centre-ville, mais une des choses que les jeunes voulaient faire, c'est d'offrir et de tisser une alternative, une autre façon, une autre idée de qu'est-ce qui peut te faire en complémentarité au centre-ville. Donc ça, c'était notre espace de notre problème. On a créé un partenariat avec un organisme communautaire ainsi que des chercheurs pairs de jeunes personnes queer et trans de couleur. Donc, je parlais de notre titre. Moi, j'ai rentré dans le projet un temps un peu étrange où il y a un moment de fracture que nous allons discuter tantôt. Ils ont lancé ce projet pour essayer d'honorer les histoires d'artisanat noir et des communautés racisées. Et donc, on avait des plans d'aller fabriquer du papier, ce qu'on a réellement fait. Puis, mais en cours de route, il y a des choses qui ont survenu, puis on va parler de ceci. Euh, on a tout transféré en ligne. Et une des choses que nous avons faites qui a beaucoup résonné avec les personnes, c'est de créer ces cartes postales au lieu de cette vision coloniale de qu'est-ce que Scarborough pourrait être, mais qu'est-ce que ces jeunes queer s'imaginent pour Scarborough. Et voici en deux, un pour STC, pour les personnes qui le connaissent. Il y a des choses qui étaient vraiment beaux en pensant à ce lieu, à Scarborough, et l'évolution de ce projet. On voyait que ça s'affrontait à des impulses néolibérales. Puis on va revenir à ceci. On pense à l'artisanat, la fabrication d'objets. C'est fréquemment quelque chose euh, qu'il faut faire en présentiel. Et cette idée, ces règlements ont été poussés et mis au défi par la jeunesse. Comment est-ce que la création artistique a lieu dans une communauté où le transit est un grand enjeu? De se rendre d'une place à une autre peut prendre jusqu'à 2 heures pour une personne jeune. Donc, c'est insuffisant de dire que si vous le bâtissez, ils vont venir. C'est ici donc où le néolibéralisme a survenu dans toute sa laideur dans notre projet. Puis on va venir à ceci dans juste un moment. Mais une des choses qui est très importante à comprendre, c'est cette genèse du projet. Et nous avons un projet qui est en train de prendre fin, un autre qui commence, puis ces projets n'ont pas lieu dans une vide. On voulait démontrer comment elles ont évolué, comment nos relations ont évolué. Donc ça, c'est une ligne de temps, oui, mais on voulait aussi attirer l'attention à la forme qu'elle prend du côté de l'émotion, le monde émotif. Euh, Comme qui a été dit, il ne faut jamais que nous devenions un peuple qui ne peut pas ressentir. Nous savons qu'est-ce qui arrive à des personnes qui ne peuvent plus ressentir. Donc, toute cette ligne de temps centre l'émotion, le monde émotif. Et il y a une idée ici de témoigner
méthode de recherche communautaire. C'était pas juste d'être à côté de la jeunesse pendant qu'ils menaient le projet, mais c'était vraiment de ressentir avec eux pendant qu'elles négociaient leurs responsabilités, leur rôle envers l'organisme communautaire qui les employait, mais aussi les communautés à lesquelles elles étaient redevables. Donc, nos résultats en pratique, ben, je pense qu'ils parlent un peu pour eux-mêmes. Nous avons recueilli beaucoup de données, mais une chose qui était le plus intéressante qui est ressortie, même avant de faire cette collecte de données, avant de faire du codage, on avait passé tellement de temps ensemble, en groupe. On a bâti des excellentes relations de recherche. On avait vraiment une perception très intéressante. Mais on a aussi créé une communauté de soins. Donc, on avait vécu cette fracture dans le processus. Ils dépendaient sur nous, puis on dépendait sur elles eux aussi. Et ça nous amène à cet point d'interruption et d'interrogation. Donc, la plupart du temps, on pense à un bris dans notre recherche comme quelque chose qui se défait. Et pour nous, ça offrait plutôt une ouverture. Et je pense qu'une des éléments clés, nous savons que quand c'est des questions de le bien-être, un bien-être social, il y a un blanchitude qui est associé à ces idées. Et les structures de la suprématie, particulièrement dans les espaces des OBNL, où c'est les questions artistiques et l'engagement. C'était beaucoup centré dans ce secteur, dans le désir de bâtir des capacités pour la jeunesse, pour des jeunes personnes queer trans, mais c'est pas toujours bénéfique. Ça peut être vécu de manière hostile. Donc, le point de bris qui a eu lieu dans des impulses néolibérales, dans l'idée de la productivité, la jeunesse voulait prioriser le processus plutôt que le produit. Les organismes communautaires voulaient prioriser un produit, pouvoir faire une exposition au-delà de processus. Et aussi la question de l'efficience. Il y avait beaucoup de manque de confiance envers la jeunesse, que s'ils travaillaient de manière virtuelle, ils ne faisaient pas le travail. Il fallait qu'elle soit là en personne. Et les jeunesses pouvaient dire, est-ce qu'on peut juste être noir? Est-ce qu'on peut juste vivre noir et pas avoir besoin d'être questionné, surveillé? Et donc, il y avait cette question d'efficience, d'efficacité, et c'est aussi une forte connexion avec la surveillance et une surveillance étatique. Et une autre, on voulait penser beaucoup à cette citation de un de nos chercheurs pairs. Le mieux-être est une chose très subjective, influencée par les personnes et les cultures qui participent à toute idée de mieux-être, bien-être. Et par conséquent, cette ville, la ville de Toronto, qui veut intervenir là-dedans avec ses processus d'octroi de subventions, devrait, à mon avis, être plus consciente du caractère restrictif et destructeur de certaines des contraintes qu'elle impose par ces processus de financement ciblant le bien-être et la santé mentale, et que ces contraintes servent une idée bien particulière de ce que ça veut dire d'être en santé, d'être bien. Donc, ça, c'était un des chercheurs, père, nous avait dit ça. Je pense qu'un des éléments clés avec lesquels on a ressenti, c'est de se demander qu'est-ce que ça voulait dire de vraiment aimer Scarborough en tant que méthode. Donc, vous pouvez voir cette ligne en bas. Comment est-ce qu'on peut appréhender Scarborough comme un atout? Et même quand je réfléchis à cette question, je trouve qu'un atout, c'est un peu réductif. Comment est-ce qu'on peut animer Scarborough pour réfléchir l'amour et le désir? Et ceci nous a amené dans un nouveau projet. On a fait une demande pour un nouveau financement pour essayer de prendre les leçons de cette brille dans notre processus de recherche pour que nos chercheurs pairs puissent devenir des meneurs du projet pour interroger. Nous avons reçu ce financement. Le nouveau projet va débuter en janvier. Nous avons hâte de voir le développement et le découverte de tout ce qui est beau dans ce monde. Avec ceci, ben, je vous remercie pour votre temps. Merci, Dirk.
Puis, notre prochaine présentation, j'inviterai Christian et Apollo de venir à l'estrade. Et après, on a des enjeux de lumière à résoudre par après. Donc, notre prochaine présentation, regard queer, vie queer, réflexion sur une étude communautaire, photo-voix, une exposition réalisée avec des jeunes de LGBTQ+, qui consomment des drogues. On a Christine Barbaroni, elle travaille dans l'engagement communautaire, qui travaille sur le centre pour l'utilisation de substances colombie-britanniques. Leur travail utilise des méthodes qualitatives communautaires dans le domaine des personnes d'ES LGBTQ+, jeunes qui utilisent des substances, et ainsi que des questions des situations d'itinérance et insécurité en logement. Apollo Colin Gray travaille sur le développement communautaire. Ayant seulement vécu dans cette ville depuis 1 an, Apollo est contente de continuer de travailler avec ces communautés à Vancouver. Bon, merci tout le monde. Merci pour cette belle introduction. Désolé, je suis un peu haut pour le microphone. Il va falloir que je me penche un peu. Mais je voudrais débuter en remerciant tout le monde d'être ici. Aujourd'hui, Apollo et moi vont parler un peu au sujet de notre travail avec une processus de photographie participative pour engager avec les personnes queer, les jeunes queer et trans qui utilisent les drogues. Je veux commencer en introduisant les personnes, un groupe de personnes jeunes qui ont participé dans ce processus. Donc, le Comité d'action jeunesse, ou le YAC, c'est un groupe qui a été formé en 2022. C'est implique environ 9 personnes jeunes entre l'âge de 15 à 24 ans qui s'identifient comme trans, non-binaires ou non conformes dans le genre. Et j'utiliserai l'acronyme TGNC pour décrire ces caractéristiques. C'est un groupe de jeunes avec beaucoup de diversité d'expérience, qui est passé avec la consommation, problèmes de santé mentale, itinérance et de précarité du logement. Donc, notre groupe a vraiment travaillé avec le but de considérer les expériences uniques des personnes jeunes, trans et queer qui utilisent qui consomment des drogues dans aussi la création d'un monde et le lien entre logement, santé mentale et consommation. Donc, nous avons participé sur plusieurs projets ensemble, bien sûr sur des recherches d'études, mais aussi des balados et une exposition de photos de regard queer, vie queer. Ce travail et l'exposition de photos viennent de 2 études basées sur la photographie participative avec des personnes jeunes queer trans qui consomment des drogues. La première explorait la manière que l'utilisation de cannabis a un rôle dans la vie des personnes en genre non-binaire et non conformes dans leur genre. Une expansion à d'autres projets de recherche aussi, telle l'étude à la droite qui a été menée par Trevor Goodyear et qui présente à côté sur le même sujet, mais les données le même. Qui regarde l'expérience des personnes queer trans qui ont une précarité de logement et qui utilisent les drogues à Vancouver. On voulait commencer à parler un peu de notre choix de méthodologie, pourquoi nous l'avons utilisé, pourquoi la photographie participative et ce que nous avons appris en utilisant cette méthode pour explorer la consommation des drogues parmi cette communauté. Nous avons approché l'utilisation de la photographie participative du point de vue de la création d'un monde queer et trans en explorant les joies et les difficultés de cette communauté. Une des choses qui est intéressante en utilisation de la photographie, c'est que nous pouvons repousser contre des approches de recherche qui sont plus axées sur des questions de douleur, de manque, de déficience, et mettre plutôt l'emphase sur une discussion et le partage d'expériences de la façon que les drogues peuvent avoir des potentiels génératrices. Et c'est vraiment ça que nous avons entendu les jeunes pendant ce processus.
que ça peut être un pont au plaisir, au refuge, connexion, l'identité de communauté. C'est beaucoup de les thèmes et les attributs qui ont ressorti de notre processus. Deuxièmement, vu que le processus est dirigé par les personnes participantes, ça a été choisi pour essayer de créer de l'espace, de communiquer des expériences qui sont plus accessibles et engageantes. Avec ça, nous gardons l'importance de l'agentivité des personnes participantes et en la prise de photos avant l'entrevue avec les chercheurs. Ça offrait la chance à la personne jeune de diriger la direction de l'entrevue dans leurs propres intérêts et la personne chercheur prenait plutôt un rôle d'écoute et de se permettre que la personne participante mène l'entrevue. Ça nous a permis à mettre beaucoup plus d'accent sur l'expérience de la personne participante plus qu'au de mettre toute l'emphase sur les données que nous essayons de recueillir. Et finalement, cette méthode nous a vraiment permis de repousser les limites et de remettre en question les normes dans ce qui est suffisant pour imaginer les avenirs pour nous-mêmes et pour nos communautés, ce qu'on voudrait voir pour nos communautés. En faisant cette expansion, de mettre en question qu'est-ce qui est considéré comme des connaissances, quelles perspectives qui sont priorisées et d'essayer de réfléchir sur les manières que nous pouvons utiliser ces informations pour avancer les futurs pour les jeunes personnes queer et trans. Ici, nous avons quelques témoignages de nos membres du YAC qui étaient aussi des participants et participantes dans l'étude qui ont partagé que l'expérience du photovoix était très enrichissante et cela offrait la chance de raconter leur histoire de manière visuelle qui n'était pas juste des bénéfices de la recherche de santé, mais qui avait des bénéfices pour elles aussi en tant que jeunes personnes queer et trans de découvrir leur propre place dans le monde. Ça a mentionné que la photographie participative leur a donné de l'espace de communiquer les aspects de leur identité, leurs expériences vécues qui ne pouvaient pas être communiquées par mots ou dans un mode de recherche plus formel par entrevue. Les jeunes ont décrit la façon que l'utilisation de la photographie et l'art leur a permis de raconter leur histoire qui n'est pas perdue en arrière de chiffres et textes de manuscrits, mais c'est vraiment quelque chose qu'elles avaient produit elles-mêmes et qui allait perdurer par après. Avant de passer le micro à ma collègue Apollo, en utilisant la méthode de la photographie participative, nous a donné une perception de le monde vécu par cette communauté de personnes qui consomment les drogues, de la quotidienne à tout aspect de leur vie. Et on avait donc un point de vue beaucoup plus holistique de la vie de ces environ 60 personnes participantes. Le point de vue qui nous est offert par la photographie est vraiment particulier et spécial parce qu'on n'a pas toujours la chance de voir ces moments de joie, d'euphorie qui est un aspect intégral des vies trans et queer et une histoire qui est rarement racontée au sujet de notre communauté. Avec ceci, je voulais rentrer un peu dans les réflexions de l'exposition elle-même que Apollo va présenter. Oui, bon après-midi. Donc, le regard Queer Vie Queer, c'est une exposition de photos qui a lieu pendant 19 jours en juin 2024 pendant le Festival Queer à Vancouver. C'est une commission de photos créée par 60 différents artistes au sujet de la consommation de drogue, le logement, la santé mentale dans les vies de ces communautés à Vancouver et d'autres parties de la Colombie-Britannique. Comme qui a été mentionné, ces photos ont été soumises en partie de 2 études de photographie participative et les artistes ont créé un corpus de photos avec plusieurs différents thèmes en santé mentale, essayer de naviguer le monde du logement, des moments de joie et la façon dont la personne queer vit leur vie de manière quotidienne. Ça présentait une expérience queer à l'extérieur des stéréotypes qui sont fréquemment associés comme en péri et en lutte. Et les photos sont présentées de manière anonyme et tous les personnes participantes ont donné leur consentement à la présentation de ces œuvres. Mon implication est sur une communauté commentée quand j'ai déménagé à Vancouver. Dans juste quelques mois, j'ai passé de prendre des photos dans l'étude d'inviter à participer sur le groupe du YAC
Et ma participation dans ce groupe m'a permis de donner la chance de créer un espace pour l'exposition d'art qui n'est pas normalement montré. Et j'étais fier de participer dans une étude qui n'avait pas de préconception au sujet des vies de cette communauté parce que nous avons été donné l'autonomie de décider qu'est-ce qui serait présenté dans cette exposition. En tirant cet aspect d'autonomie, on avait choisi le lieu d'exposition, on avait encadré toutes les photos à la main et le groupe NIAC a été consulté pour toutes les étapes. L'approche collaborative a amené une compréhension plus robuste de qu'est-ce que c'est la communauté et le rôle de chacun et chacune dans la création de cet espace. Par exemple, il y avait une discussion dans notre groupe sur le thème de l'inaccessibilité en euh, ouvrir des espaces à des jeunes personnes qui consomment les drogues et les difficultés d'être pris au sérieux dans cette discussion. Par contre, le Somme Gallery nous a permis de créer un espace artistique qui était au-delà de la fragilité blanche et le monde sensoriel qui est trop présent dans le monde artistique. Ceci nous a permis de créer un espace pour la discussion, les réalités d'être une personne jeune trans queer qui sont des drogués, qui vécu l'itinérance l'application communautaire, mais en tant qu'artiste, avoir la chance de réfléchir avec un public nous a permis de mieux comprendre la valeur de notre art, la manière que c'est créé un mouvement de conversation qui peut mettre en question des narratifs qui existent dans notre communauté. Avoir un point de vue sur le monde réel du queer art le permet de se retrouver dans ce média et particulièrement des médias où les personnes queer sont fréquemment présentées de manière très étroite qui ferme la porte sur l'intersectionnalité. C'était très émouvant d'entendre les personnes qui ont participé, qui ont venu voir l'exposition et comment elles se retrouvaient dans les œuvres artistiques. Et ceci a permis le public à se voir reflété dans l'art qui était présenté et de réfléchir sur leur propre expérience, pas juste l'expérience des personnes artistes. C'est vraiment intéressant de voir que l'art que nous avons créé a eu un impact sur la communauté et les individus ont parti de l'exposition avec quelque chose à laquelle réfléchir. Et les personnes qui ont venu à l'exposition ont aussi pu partir avec une carte postale d'une photo qui résonnait particulièrement avec elle. Pour arriver à notre conclusion, les recommandations pour mobiliser les jeunes personnes de SLGBTQI+, qui consomment, la meilleure chose qu'on peut faire pour les jeunes artistes queer, c'est de ne pas essayer de nous faire rentrer dans une moule et d'enlever notre humanité. Créer un lien avec l'artiste est tout aussi important de créer un lien avec l'œuvre. Prenez une approche qui est menée par les jeunes dans une optique anti-oppressive et sensible traumative, offre une réelle point de vue. Basé sur l'expérience, de mettre en œuvre cette exposition et de participer sur le YAC. Merci beaucoup. Je vais retourner la parole à Christian. Merci beaucoup, Apollo, pour cette fabuleuse contribution. Quelques remerciements pour conclure. Merci, premièrement, pour être une excellente co-présentatrice et membre du YAC. Merci d'être ici. Merci aussi à Trevor Goodyear qui a été très fortement impliqué dans ce projet et qui présente à côté. Ron et Emily Jenkins aussi, merci pour votre soutien et tous les jeunes qui ont participé dans cette étude et sur le YAC. Merci beaucoup d'avoir participé. Si vous avez des questions, vous voulez parler par après, vous pouvez venir nous retrouver. Merci. Merci Apollo et Christian. Pour la prochaine présentation va être en français. Donc j'invite Maxi Godette au micro. Donc la prochaine présentation, c'est sur la question de l'introspection et la réflexion sur le consentement sexuel en contexte de chemsex, retombées transformatrices et méthodes de photo-voix. Maxi Godette est à l'Université de Montréal. Le travail de Maxi se base sur une perspective de critique et fait face aux défis et parle des défis sur les approches en santé. Hi everybody. Thank you, Alexander, for
been using in my research on photo voice, and specifically on the transformative effect on the participant of this method. Briefly, I'd like to talk about the issues of consent in the context of chemsex. What is chemsex? So chemsex is a substance use with the intention of having sexual activity. We're usually talking about bisexual, gay and queer people, or other MSM, men who have sex with men, but also non-binary, trans and trans women also use it, also two-spirited people. Usually it's a subcultural practice because of the norms, the codes, and the unspoken rules. Dans lequel la pratique se situe. Par exemple, c'est souvent pratiqué en groupe, dans des saunas ou des parties privées et pendant plusieurs heures à plusieurs jours. Les résultats de la première phase de mon doctorat, lesquels j'ai présentés l'année dernière, montrent entre autres que plusieurs personnes pratiquent le chemsex pour explorer de nouvelles pratiques sexuelles, explorer des kinks ou des fétiches qui est beaucoup facilité en raison de la désinhibition que les substances permettent, mais aussi de pousser ces limites et parfois même de les dépasser. On voit qu'il y a peut-être une certaine normalisation ou une fétichisation du risque, de la prise de risque ou de la perte de contrôle, ce qui vient peut-être brouiller les frontières du consentement. En fait, on voit que les personnes qui pratiquent le chemsex sont 20 fois plus exposées aux agressions sexuelles comparées aux hommes cis hétérosexuels qui ne le pratiquent pas. Ce qu'on note, c'est qu'il y a un manque flagrant de connaissances scientifiques sur les enjeux, mais aussi de discussions au sein de nos communautés, ce qui ne nous permet pas vraiment de comprendre ou de contextualiser ces données, ni de prévenir les violences sexuelles ou de promouvoir le consentement dans ces contextes. Puis, mon projet PNP et consentement se situe dans ce contexte et vise à mieux comprendre les expériences et les perceptions de consentement des personnes qui font du chemsex afin d'identifier des stratégies pour promouvoir le consentement sexuel, promouvoir la santé sexuelle. J'utilise la méthode photo-voix. Pour vous dire simplement, ça combine la photographie à la narration. Et la participation, elle est en 3 étapes. Donc, une première étape où les personnes sont invitées à discuter de l'étude, de parler aussi de leurs inquiétudes, mais aussi d'explorer les enjeux qui sont liés au consentement sexuel, au chemsex, à la stigmatisation du chemsex, mais aussi à la photographie dans le cadre de ce projet. Ensuite, les personnes sont demandées de prendre des photos qui reflètent leurs expériences ou leurs perceptions et les participants ont la liberté de prendre les photos qu'elles veulent, à l'exception que ce n'est pas de photos de mineurs et que s'il y a des photos de d'autres personnes qui ont leur consentement. Enfin, je rencontre les participants une autre fois pour parler des photos, du contexte, de ce qu'elles signifient pour ces personnes et de comment elles sont liées à leurs expériences de consentement. Donc, je suis toujours en recrutement. J'ai laissé des pamphlets aussi sur les tables pour ceux qui seraient intéressés. Mais à date, il y a 12 personnes qui ont terminé l'étude, 12 qui sont en cours et 6 personnes qui ont abandonné le projet. Le but de ma présentation aujourd'hui n'est pas de parler des résultats même de la recherche, mais davantage des effets ou des retombées transformatrices que je remarque à date. Ces effets sont à plusieurs niveaux pour différents participants, mais aussi à différentes étapes, si on veut, de la participation. Donc, plusieurs personnes m'ont dit, par exemple, ne jamais avoir pensé aux enjeux ou vraiment sérieusement réfléchi aux enjeux de consentement avant notre rencontre. La participation a permis pour ces personnes, dès la première rencontre, de semer une graine, si on veut, de semer la réflexion. La participation a vraiment permis de prendre conscience ou du moins d'articuler leurs expériences et leurs perceptions de consentement. Par exemple, lorsque je demande à un participant comment a été son expérience de façon générale à prendre les photos ou à s'exprimer à travers la photographie, il répond « Bien, je suis content d'avoir fait cela parce que ça m'a permis de réfléchir un peu plus sur c'est quoi le consentement. J'ai trouvé que l'idée était dure, mais sauf que c'est venu me chercher parce que ça me pose la question de la liberté de l'autre, ça me pose la question du respect de l'autre beaucoup. Quand on est sur la mètre, c'est pas clair. Une des photos, c'est juste de l'eau gelée.
Ça me fait penser à ça, le consentement sur la meth. Donc, on voit comment l'introspection que la personne a pu embarquer à travers sa participation dans la recherche. Similairement, lorsque je demande à Ali la même question, il répond « Il faut prendre la photo qui veut dire quelque chose ». Je me disais, bon, là, est-ce que ça va refléter ma personne, ma pensée? Fait qu'il fallait un peu réfléchir et j'ai pris le temps de réflexion. C'est pour ça que j'ai pas pris les photos immédiatement dans la semaine. J'ai pris un temps de réflexion. J'ai dit, je vais prendre des photos spontanées dans des moments de la journée qui viennent d'eux-mêmes. C'est pas ardu, mais ça demande un temps de réflexion. Donc, on voit encore ici comment la participation a poussé l'introspection qui s'est déroulée à plusieurs moments et sur plusieurs semaines. Si pour Ali, ce processus reflétait vraiment des moments qui venaient d'eux-mêmes, comme il dit, ou des moments spontanés dans la journée, d'autres participants ont plutôt recréé des scènes à photographier. Ce qui est intéressant ici, c'est comment le processus qui menait aux photos, donc le processus de recréer des scènes, reflétait en lui-même l'expérience du consentement, lequel lui aussi était recréé après le party, lequel faisait sens seulement après la session de PNP. Par exemple, Grégory avait mis des papiers sur le sol et avait dessiné sur des papiers qui avaient ensuite déplacé les feuilles sur un plastique et les surlever pour mettre une lumière de fond. Il dit « La raison pour laquelle j'ai utilisé un médium qui se déplaçait et qui se replaçait pas correctement, c'est vraiment pour traduire l'espèce de rapiècement a posteriori d'une image et dans ce cas-là du consentement. C'est-à-dire que même si j'ai numéroté les papiers, j'étais incapable à tout coup de reproduire l'image telle que je l'ai dessinée au départ. Le cercle au départ, je l'ai dessiné comme un cercle complet et au rapiècement, c'est-à-dire quand j'ai repris mes papiers et je les ai réinstallés sur le plastique, c'était pas possible de recréer le bon enchevêtrement des papiers, la bonne manière de les réinstaller pour que le morceau du dessin revienne ensemble. Je pense que cette image-là est la plus parlante des trois, dans le sens où ça traduit l'idée que tu ne peux pas vraiment boucler la boucle du consentement en contexte de chemsex. Puis, c'est un peu cette idée du consentement qui se recrée une fois que tout est arrivé. Donc, ces réflexions se sont aussi poursuivies lors de la troisième étape, c'est-à-dire lors de l'entretien, où les participants ont tiré davantage de liens avec leur expérience, ont trouvé de nouveaux sens à leurs photos. Par exemple, je vous remontre cette photo pour vous illustrer comment la réflexion a été approfondie à même l'entretien. Le participant dit à nous: « Il y a plusieurs idées dans cette photo-là, dans la mesure où la blancheur de la fameuse substance, on a le côté un peu perdu de là où ça me rend moi. On a le côté aussi un peu sombre, mais à la fois on a le côté où on s'en fout, donc c'est blanc, c'est comme le motif de consentement devient très très flou. » Ce que je remarque, c'est une certaine autonomisation sexuelle des participants qui, à travers leur participation, ont pu mieux comprendre leurs désirs, mieux comprendre leurs limites, et aussi comment ces désirs et ces limites peuvent changer dans des contextes de PNP ou de chemsex. Pour certains même, il y a eu une certaine réalisation qui avait peut-être transgressé les limites de d'autres personnes. Et je tiens à souligner un peu l'humilité, la franchise et le courage que ça prend pour non seulement reconnaître, mais admettre ça. Plusieurs ont dit se sentir plus en confiance d'affirmer leurs limites et d'affirmer leurs désirs, mais aussi de respecter celles des autres. Puis pour moi, c'est comme ça que le changement commence, pour nous et par nous. Je veux aussi mettre en lumière les limites de la recherche. Il y a des risques qui sont liés évidemment au projet. Certaines personnes ont raconté des histoires très douloureuses. Et il y a aussi un risque de rechute pour les personnes qui sont en rétablissement. La participation en elle-même, elle est aussi demandante, ce qui explique peut-être les personnes qui ont abandonné le projet ou les personnes qui ont perdu l'intérêt envers le projet. Puis, je pense que ce travail, cette participation demandante fait sens aussi lorsqu'on voit le travail émotionnel qui peut être lourd de cette introspection.
Il faut aussi voir qu'il y a des limites de retombées de ce projet de recherche, puisque c'est une recherche. Je ne crois pas que c'est cette recherche qui va changer le monde. Puis, je ne peux pas garantir non plus que ces effets transformateurs ont eu lieu pour chacun des participants et participantes. Il y a une portée limitée aussi envers les enjeux systémiques et probablement peu d'effets sur les normes sociales ou les structures sociales. En conclusion, ma présentation montre comment on peut penser aux effets et aux retombées transformatrices à même l'élaboration d'une recherche. Puis je pense que c'est important, en tant que chercheur, qu'on réfléchisse à ça avant même qu'on débute les projets de recherche. Ma recherche est un point de départ. Un point de départ. On note qu'il y a une certaine prise de conscience, au moins au niveau individuel des personnes, mais ça montre aussi l'importance de comment on peut pousser ces effets transformateurs, à des effets plus larges pour nos communautés. Ça peut se faire en travers l'engagement communautaire, des discussions, des prises de conscience collectives, par exemple à travers des événements comme aujourd'hui, des expositions de photos, puis la dernière présentation de Christian et Apollo peut montrer vraiment le pouvoir de telles expositions, et aussi à travers des stratégies de sensibilisation. Donc, j'aimerais remercier tous les participants et participantes qui ont pris part au projet, sans qui la présentation aujourd'hui n'aurait pas lieu. J'aimerais remercier aussi le comité consultatif communautaire qui m'assiste dans mes recherches, ainsi que mes superviseurs Olivier Ferlat, qui est ici présent, et Adam Bourne. J'aimerais enfin remercier le CBRC pour me permettre encore une fois de présenter mes recherches. Merci. Merci, thank you, Maxi. The last presentation, Reframing Roots Beyond Binaries, a photo voice exploration of self-discovery and wellness among Asian gender diverse youth. Découverte de soi et du bien-être chez les jeunes personnes asiatiques issues de la diversité. J'invite Christina. Christina, qui est d'une deuxième génération de migrants asiatiques, mais qui travaille aussi en épidémiologie et en santé publique. Christina a tenté d'avoir un impact sur sa communauté, mais aussi sur le monde de la santé à travers ce travail. Merci. Merci pour ces introductions, cette présentation. C'est un honneur d'être ici et de présenter cette recherche. Je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne. Parfait, ça marche. Alors tout d'abord, je voudrais dire que j'ai le privilège de faire ce travail sur le territoire des nations autochtones qui l'habitent historiquement. Je suis une deuxième génération de migrants qui installés ici. Je travaille aussi avec d'autres personnes migrantes qui ont partagé leurs expériences vécues avant les miennes, et réfléchir là-dessus m'a alimenté dans ma trajectoire. Donc, un plan de la présentation qui n'est pas très différent, c'est assez typique. Je vais vous parler de cette relation entre l'identité et la santé. Je sais que beaucoup d'entre vous le savaient déjà, mais avoir une perspective forte sur l'identité, c'est important dans ce travail. Nous savons qu'il y a des impacts sur les identités de genre et l'orientation sexuelle complexes et fluides. J'ai une vision intersectionnelle de ce cadre d'analyse en ce qui a trait à la question de la santé sexuelle des minorités et des personnes BIPOC. Donc un statut minoritaire double qui amène à une discrimination exacerbée et qui a un impact unique sur ces populations. On sait qu'il y a aussi des approches distinctes de la résilience
Il y a aussi un besoin d'explorer les sous-populations parmi les personnes autochtones noires et de couleur issues des minorités sexuelles et de genre. Donc, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être un peu compliquées si on parle concrètement des personnes asiatiques issues des minorités sexuelles et de genre. Il y a des enjeux de valeurs culturelles, de rôles genrés, de honte intériorisée qui impliquent une expérience très particulière. Donc, il faut les systèmes d'analyse que j'utilise mettent l'emphase sur le besoin d'explorer des personnes, la question des minorités euh, de genre au sein des communautés asiatiques. Il y a un besoin d'explorer ces expériences asiatiques issues de la diversité de genre, qui ont une expérience unique et particulière. Et on parle des gens qui s'incluent dans toute la diversité, incluant les personnes non binaires. Tout d'abord, les objectifs, c'est d'explorer comment les jeunes personnes asiatiques issues de la diversité de genre conçoivent leurs identités uniques, comprendre les expériences relatives au bien-être des jeunes personnes asiatiques issues de la diversité de genre en lien avec leur identité. Donc la première chose que je leur demande, est-ce que vous avez entendu parler de la photo-voix? Mais je pense que vous en avez entendu déjà parler il y a quelques instants. Donc je ne vais pas rentrer en détail, mais la raison pour laquelle nous avons décidé d'utiliser cette approche pour notre recherche, c'est parce que nous avons voulu nous éloigner des méthodes traditionnelles de recherche, parce que nous avons de nombreuses critiques. Donc, en termes d'admissibilité, nous avons essayé d'avoir une définition la plus large possible, essayer d'être le plus inclusive possible de qui était admissible à cette étude de cas. Donc, nous avons commencé donc, avec une procédure de sélection, avec comme moi, en tant que chercheur, j'ai participé à ces activités, j'ai mis les rapports. D'abord en évaluant le consentement, pourquoi les gens voulaient s'impliquer ou non dans ce projet. Ensuite, il y avait une période de collecte de photos. Ensuite, on parlait de 3 ou 5 photos qui étaient basées sur des questions que je vais vous montrer dans la prochaine diapositive. Ensuite, ces photos étaient amenées à l'entrevue semi-structurée qui durait à peu près 45 minutes, qui nous permettait de parler de ces photos, et de les intégrer à l'étude. Et donc de faire le lien avec les questions aussi qui avaient été posées. Ça nous a, après avoir fait la transcription, nous avons commencé un processus d'analyse thématique. Merci à mes collègues qui ont travaillé là-dessus avec moi, qui ne sont malheureusement pas là aujourd'hui. Ça nous a vraiment aidé à réfléchir à ces données et à pouvoir les analyser de la meilleure façon possible. Donc alors, c'est un peu une course après les diapositives. Donc, je vais vous parler il y a des questions de guide qui ont été basées donc, sur l'objet de notre participation. Donc, on parle de 6 participants. Ce sont les informations d'auto-identification des personnes en termes de catégories. Donc, on a identifié les pays de naissance dans le but de comprendre les parcours d'immigration. Donc, voici les 3 thèmes qui sont ressortis. Ce sont des sujets qui sont sortis, entre autres, avec les discussions de comment est-ce qu'on comprenait les données. Ce sont des sujets qui sont tout à fait interconnectés, ils ne sont pas divisés en silos. Le premier sujet, c'est donc la question du disempowerment, donc de la perte d'empowerment au cœur de la sensation d'impuissance. En général, ce sont ces contextes qui nous ont amenés à ça. Alors, c'est un sous-thème, mais voilà. N'essayez pas de lire tous les mots, mais c'est tous les mots qui nous ont amenés à cette catégorie. Ça, c'est une des photos que nous avons pensé qui résonnait vraiment beaucoup, qui entrait en dialogue avec ce sujet. Cette personne participante considérait que l'expérience du genre et de la résistance était très liée. C'est une manière d'exprimer
d'où cette personne vient et que ceci ne peut pas lui être enlevé. C'était très important pour cette personne. Ça, c'était une photo qui a été partagée par une personne participante qui se promenait dans la rue avec ses vêtements, son maquillage et parlait du regard des autres. Un regard qui lui amène qui lui amène des questions et des façons de réagir à cela. Le deuxième sujet, c'est se situer soi dans les relations. C'est la deuxième thématique qui nous parle de comment le parcours afin de découvrir son identité, c'est souvent, ça a lieu au sein d'une communauté et ça a très souvent lieu au sein des relations sociales. Donc, ce qui était dit, c'est que ces relations peuvent être non sécuritaires pour les personnes dans leur parcours d'exploration d'identité de genre, parce qu'il peut y avoir des aspects culturels dans leurs relations qui rendent très difficile que les personnes les comprennent dans leurs recherches. C'est une photo. C'est le symbole d'une fiche de bibliothèque qu'on utilisait dans le temps. Et donc, les gens disaient, ils avaient peur que leurs parents le voient. Donc, c'était vraiment une représentation avec un sujet important, qui est la peur que ceci soit découvert par leur famille. La troisième thématique, c'est le désalignement et le réalignement des identités, comment elles se déconnectent, comment la diversité de genre et l'être asiatique finissent par créer une déconnexion. Donc, essayer de reconceptualiser ces deux expériences sociales, c'est quelque chose de complexe afin de trouver du sens dans ces deux champs d'application de l'identité. Donc, cette photo, par exemple, c'est une personne qui trouvait que sa photo était féminine, avait été vue comme féminine par les regards autour et que donc ça avait un impact. Et ça, c'était un des résultats donc de cette recherche, le regard des autres sur la façon dont la chambre était organisée. Donc ici, par exemple, vous voyez une première citation d'une personne migrante qui a grandi entre deux cultures. Et la deuxième se réfère à la question des attentes sociales versus la façon de se sentir. Donc, par exemple, la photo, c'est sur les pronoms utilisés et comment ces pronoms et cette façon de parler a un usage différent, donc évidemment en mandarin, et comment ça a un impact sur la façon de se percevoir. Donc, si on voit notre modèle conceptuel, ça nous donne un peu de contexte. Donc, vous voyez différents niveaux de ces spirales et on voit ces trois thèmes qui interagissent avec ces différentes couches. Donc, ces différentes sphères nous permettent d'identifier le caractère unique de l'expérience de ces jeunes d'origine asiatique queer et réussir à trouver dans chacune de ces sphères comment être soi-même, c'est très important. Donc, je vais vous parler de deux limites. Je vais parler des deux à droite, surtout comme je vous le disais dans l'introduction. Cette étude a une limite qui est la taille de l'échantillon. Il y a beaucoup d'autres expériences qui devraient être considérées. Donc, l'expérience culturelle particulière est une limite en soi, même si c'était l'objectif. Et définir le genre et l'identité culturelle, c'est aussi une limite. Qui définit le genre? Donc, parfois, les gens ne se sentent pas appelés par la recherche parce qu'elles ne s'identifient pas comme telles, alors qu'elles pourraient vivre les mêmes conséquences. Donc, même se demander si on est admissible ou non est une limite en soi. Voilà les références. Si vous intéresse de voir d'autres citations, vous pouvez utiliser le code QR ici. Je veux vraiment vous remercier d'avoir été ici avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup aux participants et participantes qui ont été tellement généreux, généreuses en partageant leurs histoires. Vraiment, merci beaucoup tout le monde d'être ici.
Alors, c'est la fin de ces présentations, c'est le moment de la période de questions. Nous avons 10 à 15 minutes devant nous. Donc, si des gens ont des questions, des commentaires ou des réflexions sur ce qui a été discuté, sentez-vous bien libre de prendre la parole. Alors, nous avons besoin du micro pour Olivier. Merci, c'était vraiment très intéressant. J'aimerais poser une question à tout le monde. Qu'est-ce- quelles sont, quelles sont les limites inhérentes à la méthode du photo-voix? Parce qu'on parle toujours des aspects positifs, mais j'aimerais bien vous entendre sur quels sont les défis comme tels de cette méthode. En me basant sur mon expérience, je ne suis pas nécessairement un des chercheurs, mais je pense que dans l'expérience de la photo, je pense qu'une des limites, ça a été l'échelle de la taille d'échantillon. Puisque, en général, ça s'utilise dans une communauté, ce qui est fantastique, mais il y a une limite de comment est-ce qu'on peut utiliser la photo-voix dans un champ plus large. Comment est-ce qu'on peut s'assurer d'avoir plus de public, d'avoir une taille d'échantillon d'individus, un nombre d'individus plus élevé. C'est vraiment un défi en tant que tel. Ça serait ma réponse. Merci, je pense que c'est vraiment très intéressant. Je pense qu'une autre limite des photos-voix, c'est l'audience de ces photos, son public. Donc, en fait, c'est un peu voyeur, le public qui finit par voir l'exposition. Donc, je pense que c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je pense que la communauté doit faire partie du processus de recherche et donc vont pouvoir décider comment elles vont être partagées, comment elles vont être utilisées. Moi, je pense que c'est quelque chose de complexe dans ce processus. Oui, j'allais dire en fait exactement la même chose. C'est quelque chose. Je pense que ces photos peuvent contribuer à continuer de stigmatiser nos communautés et ça peut être un risque. On parle souvent de comment ça contribue à déstigmatiser, mais je pense que c'est aussi important de réfléchir à comment ça peut avoir un impact plus stigmatisant. Et ça expose des aspects très spécifiques de nos vies. Ça peut être mal compris. Il peut y avoir des mauvaises compréhensions de notre regard sur notre réalité. Ok. Alors, merci pour toutes ces réponses. Je pense qu'il y a une autre question dans le fond. Merci beaucoup pour vos présentations. C'était vraiment très intéressant de voir vos efforts. Sur cette question, je me demandais la partie recherche-action, l'action, au-delà d'expliquer la photo, de partager, je voulais savoir quelles sont les autres actions qui sont les conséquences directes, disons, de ce projet. Euh, J'aimerais ça savoir, c'est quoi les actions? Alors, un des réflexions, peut-être, comme en tant qu'artiste, j'avais moi-même des photos dans cette exhibition et j'ai eu cette expérience et comment les personnes réagissaient avec l'art dans la salle. Je pense que dans nos communautés ou les communautés auxquelles on rejoint, je pense que certains individus qui vont approcher, regarder ces photos sans connaissance du contexte derrière les photos et les émotions évoquées par les mises en scène et ces situations, parce que ces photos étaient... L'intention, c'est de voir dans les contextes queer.
Et c'était tout là pour les enjeux queer ou le monde qui sont venus pour une appréciation de l'art queer. Désolée, je commence à perdre mes pensées. Mais le fait que j'ai pu voir l'effet réel des individus dans la salle, devant ces photos, qui ressentaient des différentes émotions, et je pense en particulier d'un de mes meilleurs amis, que son expérience de vivre dans une situation d'itinérance, être queer à Vancouver, et toutes ces différentes émotions, les ressentis. Et désolée, je vais juste arrêter là parce que je perds mon train de pensée, je suis désolée. Non, je pense que c'est très bon. Excuse-toi pas. Je veux donner un dernier moment aux d'autres présentateurs, juste répondre, mais je pense que c'est une question d'action. Au lieu de juste démontrer les photos, mais c'est quoi le côté agir? Par contre, on veut le faire et ça va pas arrêter juste avec les photos. On veut engager activement, payer les jeunes pour installer l'exhibition, faire le travail de terrain et les rémunérer d'une manière adéquate ou appropriée. Et alors, on ne veut pas juste faire l'employabilité, mais l'inclure sur un co-auteur dans les projets, que de ces projets incluent leur nom, il y a ce crédit associé. Ça, c'est les éléments d'agir que nous pensons qui fonctionnent et qu'on veut rajouter, mais j'aimerais vraiment entendre d'autres idées, possibilités. C'est quoi vos manières d'agir? Merci. Je pense aussi c'est des cercles qui passent à travers d'autres cercles. Et cette idée que vous va rebondir de qu'est-ce que vous allez dire, vous avez dit, qu'est-ce que vous allez faire dans les projets du futur, dans le travail qu'on fait. Il faut reconnaître qu'on est ce rôle d'animation et puis le monde va arriver à un poste de directeur et être co-auteur. Mais juste ce langage qu'on utilise comme des bourses. Et c'est comme un des mentors m'a demandé comment est-ce que je peux vous servir. Alors, c'est de réfléchir comment on peut servir la jeunesse. Comment et aussi, c'est quoi le rôle de notre recherche dans votre propre vie, votre chemin? Si c'est comme artiste, en tant qu'académique, si c'est juste quelqu'un qui veut apprendre toute sa vie ou il n'y a aucune pertinence. Comment on peut changer? Qu'est-ce qu'on fait? Et comment on le fait pour répondre aux besoins des jeunes? Surtout les personnes qui réfléchit dans les manières critiques et vraiment influentielles. Et pour nous, ça influence notre processus. Alors, de pas juste réfléchir le produit, mais de regarder si je voulais parler avec une version de moi plus jeune. Et de ces rôles de recherche. On a-tu eu l'expérience? Et d'être comme, c'est toujours une question de c'est quoi d'être gay dans une telle zone. Et puis, je voulais voir ces projets qui existent. Alors, je vais appliquer, comme moi, je suis un geek de théâtre. Et je pense toujours au côté des spectateurs et l'audience, comment ils vont recevoir la recherche. Et comment, peut-être sur le site web, laisser les commentaires, de parler de leur réception de ces histoires. Et je pense que ça peut créer un effet qui influence encore plus loin. Qu'est-ce que ça pourrait dire pour la recherche communautaire si on réfléchissait à la réception de nos projets par l'audience? Alors, je pense qu'un des enjeux, quand on parle de chemsex, il y a un manque de discussion à l'intérieur même de nos communautés.
Et comment le changement a besoin de venir de nous, par nous. Et c'est clair que notre exhibition, c'est un début et je viens de commencer les premières étapes de mon recherche et je fais les applications pour le financement et toujours ça termine avec le financement, malheureusement. Mais je veux toujours réfléchir à comment on peut donner à notre communauté avec des différents éléments d'engagement communautaire. Et ça, c'est comment ça peut être mieux approprié par nos communautés. Merci pour vos questions. Je pense que c'est un élément très important à réfléchir. Je pense que le pouvoir des photos peut rendre plus réelles nos expériences. Alors souvent, quand on essaie d'expliquer, vulgariser quelque chose à travers la recherche, vous lisez les mots. Et souvent, les personnes essaient de rentrer en engagement. Ils vont pas voir la vraie personne, que c'est des vraies expériences. Et des fois, comme quand on fait la recherche qualificative, c'est bon avec les citations, etc. Mais je pense que c'est un des pouvoirs des images. Les photos, on peut voir les personnes, les vies qui sont réellement impactées par ces projets de recherche et comment la recherche peut influencer le changement. Merci pour vos réponses. On a une dernière 3 minutes avant la pause. Est-ce qu'on a quelques dernières questions rapides? Je vois dans la côté droite, on a juste quelques minutes qui nous restent, mais on a 2 dernières questions. Alors, j'avais juste une petite question à poser. J'ai apprécié vraiment le fait que vous avez nommé The Brick dans votre travail. Je sais peut-être il y a des limites à ce que vous pouvez partager, mais tu parlais de le travail de réparation, d'aller de l'avant. Est-ce que tu aimerais parler plus de cette transformation? Alors, de récupérer. Et comment de faire cette transformation et transition, c'était possible, parce que comme on a posé des questions, de réfléchir qu'est-ce que vous avez besoin. Je pense que les jeunes qui sont employés par les organismes communautaires qui travaillent avec les universités pour faire cette recherche, le fait il faut avoir plus d'occasions pour les jeunes dans ces cas. Et une de nos intentions en débutant ce projet, c'était le fait que moi, j'identifiais par une personne queer, de neurodivergence et racisée. Et je voulais être là, avec le travail comme participante aussi. Pendant 4 mois, on était là ensemble avant qu'on a commencé de faire la collection des données. Et là, ça a pu qu'on crée cette relation ensemble, avec moi en particulier, qui était à l'extérieur de toutes les autres relations. Et ça m'a aidé énormément parce que comme parlant de l'engagement communautaire, et c'est le chercheur et les personnes qui sont recherchées. Et ça a pu déconstruire cette relation avec cette implication communautaire avec les jeunes. Et ça a fonctionné parce qu'on avait construit la relation d'avant. Alors ça, c'est pourquoi j'utilise le mot « témoigner ». C'était vraiment que je sentais qu'eux, ils racontaient leurs histoires, leurs expériences. Et on était là à côté, en parallèle. Et puis on a réfléchi comment nous, on utilise nos propres privilèges à l'intérieur de l'institution universitaire, comment on peut mieux influencer ou diriger de meilleure manière selon l'influence ou les réflexions de la jeunesse. Je pense que c'est juste un rappel, un peu difficile, mais c'est juste quand les principes fondatrices de vos projets, en construction même du projet, ça va tellement influencer qu'est-ce qui va aller passer de faire ce travail d'avance. Et selon moi, peut-être c'est le plus important qu'on sait que les relations travaillent sur la vitesse de la confiance. Et j'aimerais terminer une dernière question sur la côté droite et puis on va fermer notre session. Alors ma question, salut, c'est pour Maxi. J'étais curieux sur la définition de consentement pour les participants de l'avance parce qu'il y avait différents modèles de consentement qui fonctionnaient
Parce que ce qu'on a vu dans le militantisme féministe, on parle de consent enthousiaste, verbal, mais souvent on a des consentements qui sont non verbal, mais c'est un peu gris et peut-être je ne sais pas si je veux ça, mais on va découvrir ensemble. Et je voulais voir si vous avez réfléchi de comment on définit ou comprend le consentement. Vous avez juste 1 minute, Maxi. Alors, définition. C'était pas définition, c'était mieux de comprendre c'était quoi leur perception de consentement. Alors, pas de sortir avec toute une définition. Je ne vais pas parler d'avance parce que je suis pas trop avancée dans mon analyse. Mais on regarde des différences entre générations de compréhension de consentement. Et les personnes voulaient participer dans la recherche, même de celles qui ne connaissaient pas c'est quoi le consentement. Et leur participation dans nos recherches avait des impacts transformatrices. Alors, c'était bon que les personnes avaient leur propre compréhension et réalisation c'est quoi le consentement et comment le naviguer. Et j'espère l'année prochaine à Montréal, je vais avoir une réponse plus complète. Et moi, j'ai une question semblable. On parle de Carlson qui a fait un travail pour le consentement pour réseau. Et c'est toujours une question importante dans le milieu et le consentement. Alors, merci pour votre travail sur ces enjeux et merci pour votre participation et votre présence ici et notre discussion très engageante. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez remplir il y a un sondage, c'est avec un code QR dans votre programmation et la prochaine présentation commence dans les prochaines 5 minutes. Alors, merci encore. Et j'ai